je vais vous présenter notre interlocuteur du jour. Julien, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Julien Demeyer, donc graphiste professionnel, installé à Dun-sur-Meuse, graphiste depuis une dizaine d'années maintenant, et donc, si j'ai bien compris, spécialisé un peu dans tout ce qui est identité visuelle et particulièrement identité de marque. Ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui dans cette logique de production de contenu de marque, qui développe tout un environnement de marque qui soit attractif et producteur de valeur pour l'entreprise, de manière à être un peu plus impactant aussi dans ses communications pour orienter les ventes. Je vais vous passer la parole pour finir de vous présenter et puis introduire notre sujet et puis nous présenter un peu les différents leviers que vous avez pour construire des visuels impactants. Je voudrais juste en guise peut-être d'introduction du sujet faire un lien avec une actualité puisque on a eu dernièrement une conférence de Google qui nous informe sur les dernières mises à jour de leur algorithme pour référencer les différents contenus d'un site web. Et il nous explique donc que l'algorithme est devenu performant au point de venir faire de l'analyse de pixels et des contenus visuels, et que de plus en plus, la qualité des visuels, photos ou vidéos, sera analysée par l'algorithme et pour analyser voilà, la qualité du service que ce visuel rend aux internautes et participera donc au référencement Google. Ce qui nous amène petit à petit dans une typologie de référencement qui sera de plus en plus orientée vers un web qu'ils nous définissent comme étant sensoriel. Voilà, c'était le petit lien d'actualité sur le sujet. Julien, je vous laisse la parole, peut-être finir de présenter votre parcours et puis voilà, nous lancer dans le sujet. On fera des petites pauses régulièrement pour prendre les questions. Ouais, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça a été dit, je m'appelle Julien Demeyer, je suis graphiste freelance, installé à Dun-sur-Meuse. Ça va faire 10 ans, cette fin d'année, que je me suis lancé à mon compte. Et au fur et à mesure, effectivement, je me suis spécialisé dans l'identité de marque, dans la création d'identité visuelle, donc tout ce qui concerne la création de logotypes ou la refonte. C'est pas forcément une création d'entreprise, mais ça peut être aussi une entreprise historique qui revoit son image. Donc création de logos, de chartes graphiques, supports de communication diverses, que ce soit du print ou du digital. Donc voilà un peu ce que je fais. Je vais vous partager ça, du coup. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais, c'est bon. Nickel. Ok. Donc, tout d'abord, merci à Cécile de m'avoir invité pour ce webinaire. On va essayer de vous présenter quelques leviers, quelques bonnes pratiques, quelques méthodes faciles à utiliser, du moins j'ai essayé, pour créer des visuels qui boostent vos ventes, du moins qui vont vous aider à installer la bonne manière de communiquer avec vos potentiels clients. Donc la présentation a déjà été faite. Julien, je suis graphiste freelance. Hop. Donc voilà, ce que je vous disais, ce que je fais au quotidien, c'est que j'accompagne les entreprises qui veulent valoriser leur image, qui souhaitent mettre un coup de boost vraiment sur l'image qu'ils renvoient à leurs clients. Et donc en tant que graphiste, je les aide à développer leur identité de marque en communiquant sur leur histoire, leur personnalité et leurs valeurs. C'est l'une des notions très importantes quand on développe une identité visuelle ou un visuel qui correspond à votre entreprise, c'est de vraiment marquer le client par votre histoire, par votre personnalité, les valeurs que vous voulez dégager. Donc ici, quelques petits travaux que j'ai pu réaliser au fur et à mesure des années. Je travaille essentiellement avec des collectivités, mais aussi des entreprises privées, mais dans des domaines vraiment très variés, pour le coup. Donc la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi? Pourquoi créer un visuel va être important pour votre entreprise?
Et d'ailleurs, c'est pas seulement fermé aux entreprises, mais ça peut être aussi aux associations. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un monde toujours plus connecté, ben, ça devient très important de se démarquer de ses concurrents et on remarque que c'est de plus en plus difficile et face à l'abondance d'informations, bah, l'attention de votre client, de votre cible clientèle, elle est de plus en plus difficile à capter et aujourd'hui, un visuel impactant, ça peut faire la différence. On va le voir un peu plus tard dans la présentation. Donc comment? La grande question, eh bien, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Je vous ai préparé un petit menu qu'on va dérouler de suite, en commençant par les bonnes pratiques. Donc la façon dont j'ai découpé ça, c'est qu'on pourrait, commencer par définir votre objectif. Heu, on va voir ensuite la hiérarchie visuelle qui est très importante également et enfin la cohérence. Donc les bonnes pratiques sont découpées en trois menus, qu'on va voir de suite. Définir votre objectif. Hem, la première question qu'on va se poser quand on va créer un visuel, c'est ne pas partir comme ça un peu à l'aveugle, mais dans un premier temps, c'est d'identifier la clientèle visée. Votre visuel, il va pas être le même si vous vous adressez à une clientèle, nichée dans un secteur que si elle est nichée dans un autre secteur. De même, si vous vous adressez, je sais pas, par exemple, si vous avez une entreprise, type, discount, vous n'allez pas avoir la même clientèle que si vous êtes dans un milieu plutôt luxe. Donc la première question à vous poser, c'est: «À qui je parle? À qui je m'adresse?» C'est une des premières questions et une chose que je vous conseille de faire, c'est de même p poser ces choses-là sur papier. Souvent, ça aide à développer un peu mieux le concept et savoir comment vous allez, construire votre visuel. Donc la première chose, c'est identifier la clientèle visée. Travailler sur La la deuxième stratégie chose de com, du coup, globalement, c'est la démarche qu'on essaye d'approcher à chaque fois qu'on travaille sur un nouveau contenu, une nouvelle démarche, bien définir ces éléments de stratégie, le à qui je m'adresse, quel est exactement, mon objectif. On répétera jamais assez, effectivement, que quelle que soit la démarche, qu'il s'agisse de se lancer sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de créer son site internet, quel que soit le canal, cette réflexion, elle est primordiale pour démarrer. exactement, exactement. En fait, le visuel vient en complément de la stratégie. La stratégie est hyper importante quand vous développez votre visuel et il faut toujours l'avoir à l'esprit, c'est de savoir à qui vous adresser et de faire les choses dans l'ordre et de pas créer un visuel qui va juste vous plaire à vous, mais de vraiment réfléchir à voilà, d'avoir les bons réflexes de suite. En fait, la notion d'impact du visuel, c'est super intéressant. C'est cette différence qu'il y a entre ce qui est beau, ce qui nous plaît et ce qui est efficace. Exactement. Exactement et c'est souvent l'erreur qu'on voit, c'est que, ben, des gens qui sont pas expérimentés dans le domaine vont essayer de créer quelque chose qui leur plaît à eux et c'est pas toujours la bonne façon de voir les choses parce que ce qui leur plaît à eux n'est pas forcément ce qui va plaire à leur clientèle, à leur secteur, à leur niche et cetera. Hem, en 2e point, ce qui est très important également, c'est d'associer un contenu pertinent. En gros, c'est quel est votre message? Heu, un visuel, c'est un message qu'on envoie à notre clientèle. Donc il faut que ce soit, clair, il faut que ce soit compréhensible par tout le monde. Donc c'est très important de réfléchir aussi à quel message vous allez envoyer. En général, quand on crée un visuel, bon, bah, voilà, ça peut être pour, on va le voir tout à l'heure, on a quelques exemples, pour annoncer une manifestation, ou pour annoncer l'ouverture d'un nouveau magasin, par exemple, sur les réseaux sociaux ou autres. Bah, c'est très important de se projeter en se disant: «Bah, voilà, mon message, c'est ça et il faut que j'arrive à ce que ma clientèle ou en tout cas mon audience, puisse comprendre facilement, quel est le message que j'envoie. Ça paraît simple, mais c'est toujours important de se le rappeler et en 3e point, ce qui est important aussi, c'est de réfléchir au support de communication et là aussi, ça fait écho au 1er point qui est, de définir la clientèle visée. C'est que si vous avez une clientèle plutôt, on va dire, plutôt vieillissante, qui va peut-être préférer les supports print, bah, c'est plutôt intéressant de se poser la question et de savoir, comment vous allez diffuser votre information, votre visuel. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux, ont une place très importante et la majorité des entreprises, diffusent par ce canal-là. Mais le support print est aussi, parfois important dans certains secteurs d'activité.
Donc ça peut être important aussi de se poser la question, de se dire: «Est-ce que je diffuse correctement mon information? Est-ce que je vise vraiment, ma clientèle, majoritaire?» On en vient, au deuxième point qu'on a vu tout à l'heure, c'est, la hiérarchie visuelle. On va le voir après avec encore une fois avec des exemples. Il est très important de savoir comment, on va construire son visuel et de pareil, de pas partir de but en blanc comme ça sans avoir de repères. Donc ce qui est important de savoir, c'est que votre visuel doit toujours guider l'œil vers les éléments les plus importants. Par exemple, si vous comptez, diffuser un message pour une manifestation, par exemple, encore une fois, bah, forcément, les informations importantes, c'est le lieu, la date. Heu, Ça peut être important aussi si vous souhaitez mettre en avant une association, celle qui a organisé, l'événement, enfin voilà, et le programme en général. Mais il faut garder dans tout cela, il faut garder un certain équilibre, donc c'est parfois aussi, compliqué mais, utile de sacrifier quelques éléments et en tout cas de les réduire en termes de taille pour qu'ils soient un peu moins visibles et de garder vraiment que les informations importantes en grand. Et surtout, ben, voilà, votre visuel, il doit être clair, facile à comprendre. Donc c'est pour ça qu'on va éviter de la surcharge d'informations et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, des erreurs qu'on voit assez souvent. C'est, voilà, on veut tout mettre sur l'info sur une affiche par exemple, on veut tout mettre, on veut mettre, le programme en gros, la date en gros, le lieu en gros et pour essayer de diffuser ça, bah, on essaie de changer les couleurs, on met des couleurs bleues, flash, rouge, jaune et c'est la fausse bonne idée. Parce que bien souvent, votre visuel, il va même pas être lu, il va même pas, être regardé par, l'audience. Simplement parce que c'est complètement fouillis, c'est complètement brouillon et les informations importantes sont finalement pas visibles. Donc si je peux vous donner un des conseils les plus importants de ce webinaire, c'est éviter la surcharge d'informations. Cette notion de hiérarchie visuelle, du coup, il y a des sens un peu définis selon les supports. C'est quoi? C'est le sens de lecture gauche-droite? C'est de haut en bas? Ou il y a des choses un peu plus spécifiques selon les supports? Alors effectivement, suivant, la caractéristique de votre support, si on est sur par exemple sur un format paysage, la lecture va être plutôt de haut en bas. Alors qu'en format, non j'ai dit portrait il me semble, non? Je sais plus. En format portrait, c'est plutôt de haut en bas. En format paysage, on va plutôt lire de gauche à droite. Mais encore une fois, il y a une hiérarchie à respecter sur la place que prend votre visuel et la place que prend, vos informations texte, votre message, en gros. Donc là aussi, il faut faire attention à essayer d'équilibrer l'ensemble. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à me couper. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà et en troisième point, bah, la cohérence. Très important également parce qu'on va le voir encore par la suite, il y a des codes à respecter, des codes en tout cas des règles qui sont parfois inconscients dans l'inconscient des gens, et qui correspondent à certains univers. Si vous êtes dans l'univers je sais pas moi, de la beauté par exemple, eh bien, on va le voir encore une fois par la suite, on va privilégier des teintes douces, des teintes chaleureuses qui, représentent le bien-être, la beauté, enfin voilà, l'instant pour soi et cetera. Au contraire, si vous êtes, encore une fois sur le discount et des choses comme ça, on va oser les couleurs, les couleurs flashy, les messages très impactants, enfin voilà. Donc, surtout, pensez à l'univers de votre marque, à l'univers de votre entreprise, ce qu'elle représente. Encore une fois, vous, en tant qu'entreprise, vous devez dégager des valeurs qui vous sont chères et ces valeurs, bah, voilà, il faut qu'elles soient aussi, visibles à travers vos visuels, à travers votre communication. Donc, message très important, c'est penser à l'univers de votre marque. Heu, En pensant à l'univers de votre marque, on va essayer de construire une palette de couleurs qui est récurrente. Je vous déconseille quand par exemple, si vous diffusez régulièrement, des messages, des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn ou autre, que sais-je, heu,
essayez de garder une palette de couleurs qui soit régulière, qui vous permette d'être reconnaissable à travers le temps aussi et pour votre audience. Et cette palette de couleurs, on va essayer de la baser sur les symboliques. Vous pourrez retrouver facilement sur Internet des sites web qui vous proposent des symboliques, les symboliques de couleurs. Il faut savoir que chaque couleur a plus ou moins, là aussi il faut faire attention parce que c'est pas toujours au pied de la lettre, mais chaque couleur a une représentation. Le bleu, voilà, enfin, on pense souvent au ciel, au paradis, l'apaisement, voilà, ça a des symboliques comme ça. Donc essayez si vous êtes en manque de repères, vous pouvez essayer de vous raccrocher à ce type de site web. Et le contraste. Là aussi, on va le voir après par la suite, je vous fournirai quelques outils pour construire votre palette de couleurs pour que, comment dire, que chaque couleur fonctionne bien entre elles. C'est aussi très important. Ainsi, vous pourrez les réutiliser régulièrement donc, dans votre communication. Et en troisième, se contenter d'une à deux typographies maximum en évitant de cumuler les styles trop marqués. Très important aussi, comment dire, cumuler les différentes typographies, c'est pas forcément une bonne idée parce que là aussi, ça va surcharger votre visuel. Vous allez créer voilà, une surcharge d'informations et au final, la personne qui est en face de ce visuel va pas forcément s'arrêter dessus. Vous savez, par exemple, sur les réseaux sociaux, vous pouvez le voir par vous-même, on scrolle très rapidement. Et si le visuel n'est pas impactant, c'est-à-dire que s'il n'y a pas une espèce de légèreté dans ce visuel, eh bien, on va passer au suivant et on va scroller, on va scroller, on va scroller. Donc, très important, essayez de ne pas surcharger encore une fois et d'éviter de cumuler toutes les typographies et surtout celles qui ont voilà, des styles très marqués et très différents. Si vous avez un style de typographie qui est très marqué, eh bien, privilégiez des typographies qui sont plus sobres pour essayer de les associer. Voilà. Toujours pas de questions? Non? Très bien. Donc voilà, je vous le disais, voici un petit exemple. Ici, donc 2 visuels qui ont été créés pour, la fête des voisins, qui est très connue, vous devez connaître sans doute et on peut voir donc sur, l'exemple de gauche que l'affiche date de 2019, alors que sur celle de droite, qui est celle de Metz, a été, faite en 2014, pour l'édition 2014. Sur, l'exemple de gauche, on peut voir énormément d'informations qui, de plus alors là, pour le coup, il y avait c'était un comment dire? Un bon exemple, c'est de mettre le titre en gros avec l'année, encore que l'année, n'est pas vraiment très importante. Donc on peut voir que les informations qui ont été reprises, sont finalement très petites, mis à part la date qui est en bas, qui est assez voyante. Le reste des informations, le programme avec le lieu et cetera est en très petit et finalement, ça passe inaperçu, quoi. De plus, on voit qu'il y a une palette de couleurs qui est très variée. On a du bleu, de l'orange, voilà, avec des effets d'ombre portée, des visuels de style cartoon BD, pardon, qui sont très variés, là aussi, qui viennent entourer le visuel et qui créent un peu le fouillis. Alors que sur le visuel de droite, eh bien, la sobriété règne. On peut voir qu'il y a une palette de couleurs récurrente qui a été utilisée. Ça part pas dans tous les sens. On a une belle hiérarchie du texte. La fête des voisins, c'est l'information très importante. La date, le lieu, et voilà, et c'est tout. Là, on voit que le visuel avec les informations importantes, ça peut être un visuel, un support en complément qui est diffusé autrement. Et ça sert à rien, au final, de surcharger le visuel avec plein d'informations inutiles. Voici un autre exemple, ici, pour un visuel qui pourrait être, par exemple, un visuel pour les réseaux sociaux, pour annoncer les horaires d'été. Pour le coup, il n'y a pas de surcharge d'informations, mais on peut voir quand même qu'il y a une surcharge au niveau des couleurs, sur l'exemple de gauche. Et un gros problème, c'est le contraste. On a un fond de photo qui est, plutôt fade, là aussi, qui annonce pas forcément l'été, hein. Quand on parle d'été, on a plutôt,
des symboliques de couleurs, voilà. Et là, bon, voilà, on a un visuel plutôt fade. Et en plus de ça, le contraste du fond avec le texte fonctionne pas vraiment. Alors qu'à droite, eh bien, on a un contraste des couleurs qui fonctionne très bien avec les couleurs complémentaires et un visuel qui vient dans le coin gauche, qui vient pas, on va dire, oppresser le texte. Et pour le coup, ça sur un mobile, voilà, ça va se voir beaucoup plus facilement. On en vient à la prochaine catégorie, qui est la charte graphique. Alors, je vous rassure, on va pas parler non plus, s'étendre trop longtemps sur le sujet parce que ça serait un peu compliqué, je pense. Mais la charte graphique, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est un guide d'utilisation de votre identité visuelle. Il regroupe toutes les informations de celle-ci, les palettes de couleurs, les polices d'écriture, les déclinaisons des logos, submarques, etc. Et aussi les règles à respecter. Souvent, il est fourni au format PDF. Donc voilà, c'est vraiment un guide que vous allez pouvoir utiliser. Si on me le fournit pas et que j'ai moi-même un peu construit mon identité de marque finalement, parce que j'ai créé tout ça moi-même, quels seraient du coup les éléments, les bonnes règles de choses à figer entre guillemets sur le papier pour pouvoir cadrer justement cette charte graphique? Alors, exactement, alors là, j'ai passé, hop, ouais, non, c'est bon. On va le voir un peu plus si je vais vous montrer un exemple de charte graphique. Mais effectivement, il y a des éléments qui sont très importants que vous pouvez peut-être mettre en place vous-même. Si, admettons que vous ayez refait votre logo dernièrement ou créé votre logo dernièrement et que le graphiste en question ne vous ait pas fourni de charte graphique, eh bien, déjà, c'est pas bien. Mais vous pouvez aussi mettre en place pour votre communication, parce que c'est vous qui allez devoir communiquer par la suite, vous pouvez mettre en place quelques règles pour vous-même. La première, ça serait peut-être de récupérer la palette de couleurs qui était faite par votre logo. Votre logo, il utilise normalement une palette de couleurs. Eh bien, vous allez pouvoir récupérer ces couleurs. Alors, il y a des sites, par exemple, qui doivent exister. Je n'ai pas d'exemple là sous la main, mais où vous pouvez avoir un exemple un outil pipette, importer votre image, avoir un outil pipette et récupérer les couleurs qui sont sur votre logo. Ces couleurs-là, vous allez devoir les garder et les inscrire dans un document que vous pouvez faire un PDF, enfin, peu importe, un Word ou autre, ça peut être n'importe quel support, mais dans lequel vous allez remettre vos couleurs. Et ça va être pour vous un repère pour votre communication par la suite. Ces couleurs, vous allez pouvoir les réutiliser régulièrement pour les réseaux sociaux, par exemple. Euh, Quand vous créez du texte ou autre, un post, une story, vous allez utiliser ces couleurs. Ça va vous permettre d'être identifiable assez facilement pour votre clientèle. De même pour la typographie, si votre logo utilise une typographie spécifique, vous pouvez soit demander au graphiste en question quelle typographie il a utilisée, si c'est une typographie libre de droit, ou essayer, via les outils que je vais vous montrer par la suite, peut-être essayer de trouver une typographie semblable qui s'en rapproche le plus. Pareil, pour essayer de communiquer via vos réseaux que vous utilisez. Alors du coup, on a Guillaume, merci Guillaume, qui nous a mis un petit lien dans la conversation, dans le chat, vers un petit Ah, outil super. qui nous permet de construire justement, enfin d'extraire entre guillemets cette palette de couleurs. On importe une image, on définit les points des différentes couleurs et il Ah, nous tout à sort fait. les différents codes. Donc ça a l'air bien pratique. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Je vais vous montrer pareil pour les palettes de couleurs. J'ai un outil aussi, c'est peut-être d'ailleurs le même, mais il en existe plusieurs de toute façon, donc à vous de trouver celui qui vous convient le mieux. Donc concernant la charte graphique, en quoi elle peut me ramener des clients? La charte graphique, c'est un support central pour construire vos visuels. Elle permet de ne pas vous éparpiller, c'est ce qu'on a dit juste à l'instant, et de construire une image de marque cohérente, et ainsi d'être facilement identifiable par vos clients. Votre charte graphique, si vous en avez une, vous allez pouvoir ensuite la diffuser, par exemple, à votre imprimeur. Ça va être, enfin, ils ont l'habitude, les imprimeurs, et ils savent très bien utiliser ce genre de document. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Donc, ça va pouvoir aussi vous délester aussi voilà, de certaines choses. Vous allez pouvoir lui dire, voilà ma charte graphique, tout est dedans, il y a les typographies, il y a les codes couleurs. Pour lui, ça va être un outil aussi très important.
Donc, à quoi ressemble une charte graphique? Ben, je vais essayer de vous montrer un exemple avec un client que j'ai eu, qui est l'Office de tourisme des Monts et Vallées de Meuse. Hop, alors. Hop. Alors, est-ce que ça me fonctionne bien? Ouais, super. Ok, nickel. Donc voilà comment ça se présente, en tout cas comme moi je les travaille, cette charte graphique. Donc c'est un document PDF que vous recevez en même temps que la livraison de votre logo, etc. Et vous allez avoir différents éléments qu'on va voir ensemble. Donc en première page, voilà, j'explique un petit peu le concept de l'entreprise, etc. Pourquoi il y a eu une refonte ou une création d'identité visuelle. Donc voilà, on pose un peu les bases pour expliquer quelle est l'entreprise, les valeurs, etc. Voilà, alors là, elle se met un peu en zoom, mais je ne sais pas si j'ai accès à ça. Hmm. Si je vais dans Zoom dynamique, est-ce que ça fonctionne? Yep. Nickel. Donc ensuite, on a la palette de couleurs. Donc là, comme je vous expliquais, eh bien, voilà, on définit clairement sur papier quelle est la palette de couleurs avec un nom, le code hexadécimal, qui est le petit code avec le hashtag que vous voyez, et en dessous, le code CMJN, qui est là pour les support print. Donc là, le deuxième code CMJN est très important pour les imprimeurs, par exemple. Donc ensuite, on a la présentation du logo, avec des explications, des annotations que moi j'ajoute en plus pour savoir comment s'utilise ce logo. Une présentation, alors là, avec la baseline tourisme. Le submark, donc le submark, pour faire simple, c'est une déclinaison du logo, notamment pour les réseaux sociaux et supports digitaux. Donc c'est une version allégée du logo. Vous voyez, en fait, on a repris les différents éléments visuels qui étaient disponibles dans le logo pour en faire une version condensée. Donc là aussi, des annotations pour expliquer comment on l'utilise. Les versions noir et blanc avec le submark, on voit comment il évolue en noir et blanc. Les polices d'écriture avec le nom, des exemples, voilà, toujours les annotations. Et ce que je fais moi directement, c'est que je mets un lien, donc il y a un lien cliquable ici, pour télécharger directement les polices d'écriture qui sont utilisées dans la charte graphique. Les usages, donc là aussi, on met quelques règles pour que le logo ne soit pas utilisé n'importe comment. Voilà, des zones de protection, voilà, pour laisser l'espace, laisser respirer un peu le logo. Les interdits, donc là voilà, on pose les choses également pour éviter que tout le monde, voilà, si vous devez fournir votre logo à un prestataire qui veut l'ajouter, vous ajouter en tant que partenaire, bah voilà, il y a des règles à respecter. On ne modifie pas les couleurs, on ne déforme pas, voilà, on n'ajoute pas des éléments derrière ou autre. Les patterns, donc là c'est les motifs qui sont utilisés dans la charte graphique, voilà, on les inclut également. Les icônes, donc là c'est toutes les icônes qu'on a utilisées pour d'autres supports de l'office de tourisme, notamment des cartes touristiques, des choses comme ça, des plans de ville. Pour les visuels, pareil, voilà, quand il y a des photos qui sont utilisées au nom de l'office de tourisme, eh bien voilà, on utilise cette forme un peu géométrique, un peu maladroite. Donc vous voyez que c'est assez vaste, hein, en fait, c'est assez propre à chaque entreprise, mais on essaie de détailler le maximum de choses pour qu'il n'y ait pas de flou, en tout cas l'utilisation de la charte graphique, de l'identité visuelle en tout cas. Donc voilà en gros à quoi ressemble une charte graphique. Elles sont plus ou moins longues selon les secteurs d'activité et puis les éléments qui ont été créés. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un élément vraiment très important. On ne va pas s'étaler dessus aujourd'hui un peu plus parce que voilà, c'est pas le sujet du jour. Mais sachez que la charte graphique, c'est un élément vraiment central pour votre identité visuelle. Donc voilà, on va voir maintenant
les tendances. Quelques petites astuces pour vous, où trouver des sources d'inspiration. Je vous ai mis les 3 principaux qui sont des sites que vous connaissez, pour la plupart, je pense que vous connaissez. Pinterest qui est quand même très connu, qui est une source d'inspiration illimitée. Vraiment. Heu quand je commence à aller sur Pinterest, souvent, il se passe bien 1 heure ou 2 avant que je ressorte. Voilà, donc vous pourrez trouver, suivant votre secteur d'activité, plein de sources d'inspiration, des visuels, des choses. Petite astuce, vous pouvez, faire des recherches en anglais où vous aurez des résultats bien souvent, plus pertinents. Mais en tout cas, voilà, Pinterest, c'est vraiment une source d'inspiration, incroyable. Je vous ai inclus aussi Behance. Alors pour le coup, celui-ci, je pense pas que vous soyez nombreux à le connaître. Behance, c'est le réseau social, on pourrait dire ça comme ça, de chez Adobe. Adobe qui est une suite de logiciels, très connus des graphistes et créatifs. Voilà, ils ont, créé ou ils ont plutôt racheté, il me semble d'ailleurs, ce réseau social qu'ils se sont appropriés et qui permet là aussi, suivant les secteurs d'activité, vous allez avoir des sources d'inspiration, illimitées. Donc voilà, je peux vous le conseiller aussi d'aller faire un tour de temps en temps et de faire un peu de veille. Ça va vous permettre d'avoir les bons réflexes et inconsciemment, vous allez développer aussi un sens aigu, sur les bons visuels. Voilà, il y a vraiment des belles choses à voir là-dessus, donc ça pourra certainement vous aider. Et enfin Instagram. Instagram, qui est le réseau social, le plus connu visuellement, on va dire, voilà, là-dessus, grâce au hashtag, vous allez pouvoir retrouver, plein de choses. Vous allez pouvoir retrouver des entreprises qui sont propres à votre secteur d'activité, là aussi, et voir ce qui se fait ailleurs. C'est toujours très intéressant d'aller voir ce qui se fait chez le concurrent et notamment sur des chaînes qui sont parfois avec un peu plus de budget. Vous allez pouvoir, bah, voilà, trouver des visuels, souvent qui sont très bien réalisés. C'est souvent la meilleure piste effectivement de veille, hein, que d'aller voir, et d'inspiration, que d'aller voir ce que font les concurrents, Exactement, c'est super important. Garder exactement. un œil sur leur positionnement aussi graphique parce que, il permet de capter, les évolutions et les tendances à suivre. Beh, complètement, complètement. Des grosses boîtes souvent, bah, voilà, ils ont des moyens, qui sont, gigantesques et leurs campagnes de publicité, leurs choses comme ça, bah, enfin, ils ont des campagnes qui sont souvent, très bien réalisées par des grosses agences ou plus petites d'ailleurs, hein. Mais souvent, voilà, les choses sont très bien réfléchies, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez une boîte qui est dans votre, secteur d'activité, mais qui est on va dire un géant du domaine, et ben, c'est toujours un bon réflexe d'aller voir ce qui s'est fait dernièrement, s'ils ont refondu leur logo, voir ce qu'ils ont fait également, leur dernière campagne de publicité et autres, voilà. C'est toujours un bon réflexe. Voilà, donc on va voir les outils un petit peu. Alors non, on est encore dans les tendances. Ouais, effectivement, tendances. Hop. Les palettes de couleurs. Donc on en parlait tout à l'heure, je vais vous donner quelques petits outils, par la suite. Dans les tendances des palettes de couleurs, je vais vous donner, quelques, voilà, quelques pistes, quelques tendances qui sont plus ou moins à prendre avec des pincettes parce que ça évolue très vite. Hem, vous avez devant vous un exemple, qui a été fait, donc c'est encore une fois un client, qui est l'instant beauté, donc dans le domaine de la beauté, du bien-être. Il y a une tendance dans tous ces dans tous ces secteurs d'activité qui sont les couleurs un peu naturelles, chaudes, un peu nude, qui représentent assez bien ce secteur d'activité en ce moment. Vous pourrez le voir, il y a pas mal de marques de crèmes, de choses comme ça, voilà, de produits de beauté, que sais-je, qu'est-ce qu'il y a de maquillage aussi, qui utilisent ces palettes de couleurs très naturelles. Donc là, on va vraiment puiser dans des teintes, proches de la nature, finalement. Des teintes argile, beige, écru, enfin voilà, des choses vraiment très, très douces. Et là encore, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces palettes de couleurs, elles ont un sens. Elles représentent le bien-être, la douceur, le cocon, voilà. C'est vraiment la symbolique, de ce secteur d'activité. Au contraire, il y a une autre tendance, qu'on voit beaucoup en ce moment, notamment sur les startups. Alors là, c'est plutôt dans le domaine du digital.
avec des couleurs très pop. Donc là aussi, ça donne une image, au contraire, très dynamique. Et bah, là, encore une fois, c'est voulu. Voilà, on veut montrer l'image d'une entreprise dynamique, qui bouge, qui est dans son époque, qui est bien dans son époque. Et bah, là, au contraire, on va utiliser voilà, des couleurs très saturées, avec pas mal de contrastes là aussi. Donc c'est une tendance qu'on voit aussi pas mal en ce moment. On ose la couleur. Mais là encore, à prendre avec à faire très attention pour essayer de varier la chose, mais sans que ça soit trop. On a vu effectivement apparaître ces derniers temps sur les réseaux notamment des différentes variantes de bleu hyper flashy pour Complètement. laquelle il a fallu un peu de temps pour s'adapter parce que effectivement cette affirmation de la couleur et notamment dans des formats web nous a amené des trucs un peu inhabituels aussi quoi. Faut Complètement. savoir Bah, il y a doser, quelques années. mesurer cet usage-là, quoi. Tout à fait, ouais, ouais. C'est très important de savoir mesurer la chose et de faire très attention que ça parte pas dans tous les sens. Si vous utilisez une palette de couleurs très saturée, très pop, avec beaucoup de contraste, veillez à ce que derrière, voilà, il n'y ait pas trop de surcharge d'informations en plus, ou en tout cas, voilà, essayez de baisser un peu le reste des éléments. Et on le voit d'ailleurs dernièrement, enfin il y a quelques années, bah, Instagram pour le coup, qui avait changé drastiquement son identité visuelle avec ce dégradé de couleurs qui était très saturé. Bon voilà, aujourd'hui ça paraît naturel, un peu plus naturel. Ça s'intègre un peu mieux dans l'esprit des gens. Les associations de typographie, donc là je vous donne quelques tendances qui fonctionnent bien en ce moment. Hem, donc là, pour ce premier exemple, on a la typographie, la première typographie qui est Lust. On voit beaucoup ce genre de typo qui est sérif. Qu'est-ce qu'on entend par sérif? C'est des typographies à empattement. Donc vous voyez ici, c'est ces petites pattes qui dépassent de chaque lettre. Et souvent, ces typographies sont en bold, en très gras. Et voilà, l'association fonctionne très bien avec des typographies. Donc ici, j'ai choisi Source sans Pro, qui est là une sans sérif. Et vous voyez que si on a une typographie qui est très marquée, comme Lust, qui est plutôt, voilà, elle a un certain caractère, eh bien, donc on va l'utiliser par exemple pour les titres sur votre site web. Par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser pour chaque titre de catégorie, de page, ou pour vos réseaux sociaux, vous allez l'utiliser comme message, vraiment, si vous avez voilà, horaire d'été, bah, vous allez pouvoir le mettre en très gros et utiliser cette typographie. Et en dessous, bah, voilà, vous allez utiliser une typographie qui est un peu plus, une police d'écriture qui est un peu plus neutre pour éviter la surcharge d'informations, encore une fois, et vous permettre voilà, d'équilibrer la chose. Donc là, je vous ai mis un exemple avec Lust et Source sans Pro. Sachez que tous les exemples que je vous donne, il me semble, alors je dis pas de bêtises, normalement, sont libres de droit, donc vous pouvez les retrouver sur les sites que je vais vous donner tout à l'heure. Donc là, ce genre d'association fonctionne bien, bah, par exemple, pour le domaine de la beauté, on l'a vu tout à l'heure. C'est le genre de typographie, d'association de typographie qui fonctionne très bien, en général. On a une autre tendance qui ressemble un peu à celle-ci, mais qui est un peu plus récente, avec ici New York. Alors là encore, on est sur une typographie très marquée, mais un peu plus raffinée. C'est-à-dire qu'on a des déliés. Donc les déliés, en fait, vous voyez, on a une différence d'épaisseur sur la barre transversale du N, par exemple. La barre verticale, hop là, excusez-moi. La barre verticale est un peu plus fine. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le délié. Voilà, c'est des typographies qui sont un peu plus raffinées. Et là aussi, bah, on les voit de plus en plus sur des startups, des nouvelles entreprises, ou même des refontes d'entreprises historiques qui utilisent maintenant ce genre de typographie. Donc c'est une tendance vraiment actuelle. Là aussi, comme la typographie, la police est très marquée, on va privilégier des polices plus neutres pour les textes communs. Et encore une fois, une autre tendance, ce sont toutes les fontes grotesques. Donc vous voyez, elles ont un style plutôt sympa, assez fun. Bien souvent, elles sont là aussi en bold, donc des caractères assez gras.
Et là aussi, bah, voilà, vous pouvez l'associer avec soit une autre police neutre, ou vous pouvez souvent, voilà, les différentes typographies vous proposent des familles complètes. Donc vous allez avoir différentes graisses, différentes épaisseurs que vous allez pouvoir associer ensemble. Les outils. Alors, on va parler un peu des outils. Bah forcément, le leader dans la création d'identité visuelle ou de visuel tout court, Adobe. Adobe qui est une entreprise historique hein, dans le domaine et qui est leader d'ailleurs sur le domaine aussi. Donc voilà, Adobe c'est une très grosse entreprise, c'est plus de 20 logiciels et applications de création. Il couvre pratiquement tous les domaines. Voilà, c'est un monstre industriel. Enfin, ils ont racheté pratiquement tous leurs concurrents, donc voilà. Euh, et le gros avantage de Adobe, c'est aussi des applications qui fonctionnent entre elles. C'est-à-dire que si vous travaillez sur un des logiciels, vous allez pouvoir, en cours de route, basculer sur un autre logiciel et revenir sur le premier que vous aviez utilisé. Donc voilà. Ça reste néanmoins Après, pour Adobe. Ouais, ouais, aussi. non, vas-y, fini. Adobe, ça reste quand même voilà, une suite qui s'adresse essentiellement aux créatifs, aux professionnels, mais on va le voir un peu juste après. Il commence un petit peu aussi à s'attaquer aux particuliers ou en tout cas aux novices dans le domaine. Mais de manière globale, c'est quand même une entreprise qui s'adresse essentiellement aux professionnels. Oui, voilà, c'est ce sur quoi j'allais réagir aussi. C'est le côté, Ouais, les logiciels Adobe, il faut quand même avoir une formation pour savoir les prendre en main. ouais, tout à fait. Ils sont pas intuitivement accessibles effectivement à quelqu'un qui n'a pas été formé pour. Et le coût de leur licence aussi, hein, ou de leur abonnement Complètement. est aussi vraiment focalisé sur des professionnels. Donc c'est vrai que ce sont les outils les plus complets pour de la production visuelle de qualité, mais c'est Ouais. aussi pas forcément les plus abordables, que ce soit financièrement ou techniquement, pour quelqu'un dont c'est pas le métier principal. Complètement, ouais, ouais. C'est pour ça que Adobe est en train de. On dit Adobe ou Adobe d'ailleurs, hein, faites pas attention, je dis parfois les deux. Euh, Ils s'adressent essentiellement à des professionnels et ils ont développé pendant toutes ces années voilà, des logiciels qui sont faits pour les professionnels. Ils ont couvert tous les domaines, que ce soit l'illustration, le web design, bah, Photoshop. Enfin, je pense que vous connaissez Photoshop, Illustrator, InDesign pour certains d'entre vous, peut-être que vous utilisez aussi. Mais voilà. Et au fur et à mesure, ils ont développé bah, voilà, des outils pour les professionnels. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde d'utiliser ce genre de logiciel parce que ça demande une certaine formation, comme tu le disais. Et c'est comme ça qu'est arrivé Canva. Canva qui a très bien compris qu'il n'y avait pas forcément d'outils majeurs qui s'adressaient aux particuliers, ou en tout cas aux novices de la production visuelle. Et voilà, ils ont créé voilà, un logiciel, en tout cas des outils qui fonctionnent très bien et qui se développent de plus en plus. Et notamment, Canva a fait une conférence il y a un mois, je crois, un mois et demi ou deux, où ils ont annoncé leur développement avec le développement d'une suite de logiciels. Donc là aussi, on voit qu'ils souhaitent se faire une place sur le marché. Ils ont annoncé 7 logiciels, ouais, c'est ça, 7 outils avec la Worksuite qui sont un peu l'équivalent voilà, de PowerPoint, etc., pour la production de documents et autres. Enfin voilà, il y a vraiment un peu pour tout. Mais Canva qui commence à sérieusement se développer et qui permet de créer des visuels assez facilement, contrairement à Adobe. Donc Canva, c'est aussi un acteur majeur, hein, puisqu'aujourd'hui, c'est 85 millions d'utilisateurs mensuels. C'est juste énorme. Aujourd'hui, ben voilà, je vous le disais, ils ont créé 7 outils différents, des applications faciles à utiliser et une offre gratuite. Effectivement, ils ont une offre payante, mais ils ont aussi l'avantage d'être utilisables gratuitement. Dans la série des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux logiciels que annonce Canva, je me permets d'attirer votre attention particulièrement sur un outil de production vidéo qu'ils vont donc inclure dans cette nouvelle Worksuite et qui me semble super intéressante pour
alimenter nos réseaux sociaux, on le sait, hein, toutes les publications Mmh. plutôt vidéo ont plus d'impact, sont mieux référencées par les algorithmes, que ce soit Facebook ou Insta ou évidemment TikTok. Et ce nouvel outil a l'air super intuitif, comme toujours chez Canva, super pratique pour aller faire autant du montage que de l'animation de texte ou l'animation de graphisme. Donc vraiment, je pense que c'est des outils à surveiller parce que ils vont, à mon avis, faire gagner pas mal de temps à l'avenir dans la production de ces contenus qui sont quand même la vidéo le plus chronophage, quoi. Ouais, complètement, ouais, c'est vrai, c'est vrai et c'est vrai que Canva a avec, leur logiciel de base, hein, Canva, ils ont vraiment installé quelque chose d'intéressant qui voilà, enfin, ils ont développé une suite de logiciels qui finalement reste très, facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté, quoi. C'est leur gros point, hein, leur point fort, je pense et c'est là qu'Adobe arrive parce que Adobe étant leader sur le domaine ne veut pas, laisser sa place. Et ils ont créé là aussi un concurrent à Canva qui s'appelle Adobe Express et qui est vraiment la copie conforme de Canva, avec des avantages bien évidemment puisque Adobe a une certaine, expérience dans le domaine et ils ont su mettre ça aussi à contribution avec, ce nouvel outil. Donc le gros point fort d'Adobe Express, bah, c'est la communauté Adobe. Ils ont, voilà déjà une communauté, assez incroyable de créatifs et autres et ça va permettre aussi d'interagir entre créatifs et clients. Voilà, vous allez pouvoir, votre graphiste ou je ne sais pas, peu importe votre professionnel, de visuel qui va pouvoir vous créer des choses et vous mettre à disposition des outils, enfin des visuels, des templates directement, sur Adobe Express. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Adobe Express a aussi une technologie, d'intelligence artificielle très avancée qui s'appelle Sensei, qu'ils ont développé au fur et à mesure, qu'ils ont implanté dans leur logiciel et là aussi, ils l'ont mis à contribution sur, Express. Par exemple, en un clic, vous pouvez détourer, un sujet et voilà. Donc ça permet aussi, très facilement de créer du visuel, de qualité et bon voilà, des applications faciles à utiliser parce qu'elle est très semblable à Canva. Enfin, j'ai pas vu d'énormes différences. Et là aussi, vous avez une offre gratuite. Donc sur les 2 Canva et Adobe Express, vous avez, une offre premium qui est à 12 € par mois, il me semble, quelque chose comme ça. 11,99 ou quelque chose comme ça. Mais vous avez aussi la possibilité de l'utiliser gratuitement. Donc si vous avez un compte Adobe, n'hésitez pas, vous avez cet outil, supplémentaire, à votre disposition. Avec là aussi des templates, heu, disponibles gratuitement. Donc vous avez des bases, si vous ne savez vraiment pas, partir d'une page blanche, vous allez pouvoir choisir votre secteur d'activité, que ce soit sur Canva ou Adobe Express, votre secteur d'activité et ils vont vous proposer des templates, directement, que vous pourrez personnaliser à votre guise ensuite. L'avantage avec ces templates, si je comprends bien, c'est que tous les codes un peu qu'on a vus juste avant sur le nombre de typos à utiliser, le jeu des contrastes, Exactement. etc., tout ça est déjà du coup proposé avec une qualité graphiste professionnelle sans que j'ai besoin moi-même de me former énormément à ça, quoi. Voilà, exactement. C'est le gros avantage, c'est que si vous êtes vraiment perdu et que vous ne savez pas par quoi vous commencer, vous avez ces templates qui vous proposent déjà des visuels, préconstruits. Donc vous allez juste à les personnaliser suivant votre entreprise, votre texte et cetera. Mais vous aurez déjà des bonnes bases, pour la plupart, ils sont vraiment de très bonne qualité. Voilà. On en parlait tout à l'heure, pour les palettes de couleurs, donc Adobe, qui est leader encore une fois, a mis à disposition également un site web qui vous permet de construire votre palette de couleurs. Si vous êtes en création d'entreprise, par exemple, que vous ne savez pas quelle couleur vous allez devoir utiliser suivant, bah, les valeurs que vous voulez refléter, vous allez pouvoir le faire, via cet outil. Donc vous avez, des tendances actuelles, vous avez, voilà, suivant des visuels ou autres, vous allez pouvoir même importer, prendre des photos. S'il y avait une photo qui vous plaît et vous allez pouvoir, en ressortir, quelques teintes. Donc voilà, vous allez pouvoir, vous avez différents outils pour construire votre palette. Le deuxième, c'est Coolors, qui est peut-être celui-ci qui a été envoyé tout à l'heure dans le chat, je ne sais pas. Mais c'est celui que j'avais Ouais, c'est trouvé qui ça. était aussi ah bah voilà, donc que j'ai trouvé vraiment sympa également,
très utile si là aussi, bah, voilà, vous êtes perdu avec votre palette, vous allez pouvoir vous aider de cet outil qui est très utile. Les polices d'écriture, très important là aussi, donc si vous souhaitez mettre en place des polices récurrentes, vous allez pouvoir aller sur Google Fonts. Google a mis en place un site web il y a quelques années pour vous permettre de récupérer des polices, les télécharger, les tester en ligne, et toutes ces polices sont libres de droit. Donc c'est vraiment utile, elles sont gratuites. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous avez plein de sortes, elles sont triées par catégorie, vous allez pouvoir facilement faire des recherches. C'est vraiment un outil que j'utilise au quotidien aussi. Là aussi, Adobe a également sa plateforme de police d'écriture. Alors en revanche, je ne sais pas si ça fonctionne avec un compte gratuit Adobe, je ne suis pas sûr de moi, mais voilà, c'est là aussi, ils travaillent avec des fonderies de très bonne qualité, donc vous allez avoir plein de styles de typographie différentes, empattement, sans sérif, etc. C'est vraiment très varié. Et le dernier que je peux vous proposer, c'est Poustafont. Alors Poustafont, c'est un site web qui a été hem, créé par Justin Buisson, qui est un motion designer, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube. Il a une chaîne sur YouTube qui est très connue, et il a mis en place ce site avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus son nom, mais voilà, en fait, il répertorie toutes les fonderies qui sont disponibles sur internet, et là aussi, vous avez des catégories pardon, avec des fonderies gratuites ou payantes. Voilà, donc c'est vraiment une mine d'or, vous pouvez aller faire un tour là-dessus. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez plein de fonderies différentes et plein de styles de typographie différentes. Voilà, j'en termine pour vous dire que je propose également, un diagnostic identité visuelle. C'est un diagnostic, une sorte de petit audit très simple, mais qui est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur, mon site web si besoin. Vous pouvez vous inscrire sur mon site. Je vous propose, voilà, de faire le point sur votre identité visuelle, que vous soyez en création, si vous avez déjà quelques éléments, ou en refonte. Voilà, ça peut être sympa de faire le point sur votre, identité visuelle, savoir comment elle a évolué dans le temps. Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle correspond toujours à votre personnalité, aux valeurs que vous souhaitez, dégager? Voilà, c'est un service qui est proposé, sur mon site web. Et voilà, on en arrive aux questions. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? N'hésitez pas, vous pouvez réactiver le micro, poser vos questions ou les poser à l'écrit dans le chat si vous souhaitez. Est-ce que vous avez retrouvé des outils déjà que vous utilisez déjà? Est-ce que ça vous a apporté éventuellement de nouveaux outils grâce auxquels gagner du temps? Pas de réaction, pas de remarques spécifiques. Si j'essaye de résumer peut-être... ah, Céline nous dit que ça lui a apporté de nouveaux outils, super. Euh, Si j'essaye de résumer le côté comment construire des visuels efficaces pour mes différentes communications, on essaye de respecter quelques règles. Tu me dis, Julien, si j'ai bien retenu ma leçon. 2 à 3 typos maxi par visuel. Ouais, On exactement, respecte l'essence de lecture de l'œil pour hiérarchiser l'information. tout à Euh, fait. on utilise les contrastes de couleurs pour garantir la lisibilité du contenu. Ouais, OK. Et on essaye d'une communication, d'une publication à l'autre, de garder cet environnement graphique cohérent tout au long de la communication pour pouvoir essayer de créer un référent visuel, du coup, et petit à petit, ces couleurs s'impriment dans l'esprit des internautes comme étant ma marque, et donc moi qui exactement, m'exprime. exactement. Si vous, dès le départ, suivant votre stratégie, vous avez développé, bah, voilà, je souhaite être, dans un style très doux, je veux rassurer mes clients, et cetera, que vous utilisez des teintes douces, c'est que dès le départ, vous avez, identifié votre clientèle cible,
Et si vous utilisez régulièrement tous ces outils, si vous réutilisez les mêmes typographies, les mêmes polices, les mêmes palettes de couleurs, etc., votre clientèle va vous identifier en tant que tel. Et donc, si c'est votre clientèle cible, forcément, bah, vous êtes en phase avec elle. Donc, c'est très important d'être cohérent régulièrement et voilà, de réimprimer, parce que vous savez, avec le contenu auquel on est soumis chaque jour sur les réseaux sociaux, quand on scrolle sur le réseau, etc. C'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir fidéliser une clientèle, et en tout cas de les faire interagir et de les fidéliser. Donc, si vous utilisez régulièrement les mêmes polices, les mêmes, voilà, ça envoie un message clair et dire voilà, c'est notre marque, voilà ce qu'on représente, voilà ce qu'on dégage. Euh, Vous serez plus facilement identifiable au lieu d'être noyé dans la masse. Ok. Une question intéressante sur le chat, comment accorder ses propres envies, du coup ses propres goûts graphiques avec sa clientèle cible pour son identité visuelle, puisqu'on disait tout à l'heure, attention à pas vouloir faire des choses qui soient belles pour soi, mais pour sa cible. Comment on peut essayer d'accorder les choses? Alors effectivement, c'est un peu délicat parce qu'on est toujours tenté de développer une identité visuelle suivant nos goûts personnels. C'est une erreur parce que, alors, c'est une erreur, oui et non, parce que forcément, votre personnalité va dégager de l'entreprise. Donc forcément, tout n'est pas acheté, mais il faut surtout poser la question, quelle est ma clientèle? Qui est mon client? À qui je m'adresse? Et souvent, bon voilà, les goûts personnels sont pas forcément toujours en phase avec l'entreprise qu'on représente. Donc, si je pouvais vous donner un conseil, c'est de vraiment, en priorité, penser à votre clientèle, penser à qui vous vous adressez et mettez plutôt de côté vos goûts personnels. Parce qu'ils sont pas toujours en accord avec ce que vous allez devoir représenter. Quand on est dans une activité commerciale, en tout cas, c'est clair que la priorité, c'est quand même avant tout de séduire la clientèle. Après, ce qui va être important, c'est de bien connaître cette clientèle. Alors, on a plein d'éléments pour ça, hein, que ce soit euh, les contenus qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, les commentaires, etc., qui nous donnent à voir un peu la personnalité de cette clientèle, bien s'en imprégner pour essayer de Ouais, comprendre bah, voilà, quel va être l'univers de marque qui les touche. Peut-être le petit, le petit petite nuance qu'on peut mettre justement entre ce qu'on définit comme étant l'entreprise et du coup justement l'univers de marque. L'entreprise est souvent définie pour son environnement justement très marché, des concurrents, des clients, des partenaires, etc. Là où l'univers de marque, justement, qui doit s'exprimer à travers cet environnement graphique, apporte justement bien plus que ça et ouais, toute une personnalité et des valeurs. Et c'est là où le lien se fait souvent, c'est que dans la personnalité, dans les valeurs qu'on donne à sa marque, pour être authentique et pour que tout ça soit viable, il faut aussi en mettre un peu de soi-même. Donc le lien effectivement. se fait un peu comme ça aussi entre la personnalité que je donne moi-même à ma marque, que je me dois d'incarner et qui prend forcément des bouts de moi-même en tant que dirigeant, et évidemment l'adaptation que j'en fais pour toucher aussi ma cible et Exactement, ouais. pouvoir leur parler. Donc comme ça, on peut souvent faire ce lien euh, entre mes propres envies, mes propres goûts et la clientèle. Ouais, tout à fait. Évidemment, je lis aussi les remarques dans le chat, hein. Évidemment, du coup, l'étude de marché, les enquêtes sont évidemment ce qui vont vous abonder pardon, en matière pour bien comprendre ces cibles-là. Et la fameuse méthodologie des personas qui est mentionnée aussi très bien, qui va vous aider à dresser ces sortes de profils types de clients pour bien comprendre aussi leur personnalité. Exactement. C'est très important de développer votre personnalité, mais celle de votre entreprise en priorité. Donc forcément, il y aura un peu de votre personnalité à vous qui va transposer dans l'image de votre entreprise. Mais voilà, ça reste la priorité, c'est de penser au client et de savoir à qui je m'adresse, euh, qu'est-ce que je vends, quel service je fournis. Voilà. Mais effectivement, la stratégie est un outil aussi très important qui vient en amont.
On a d'autres questions, d'autres réactions? Profitez-en tant que Julien est là pour pouvoir y répondre. Dans tous les cas, on vous fournira évidemment du coup le support. Vous savez que le replay du coup sera disponible sur le site de la CCI Meuse-Haute-Marne. Et évidemment, vous y trouverez nos contacts. N'hésitez pas à nous contacter. Julien a lui-même partagé son site internet. Si vous avez d'autres questions, d'autres besoins peut-être plus précis, n'hésitez pas à nous contacter, lui ou moi. Et merci à vous donc pour cette participation. On espère que tout ça vous aura été utile, que vous aurez appris des choses ou trouvé des outils intéressants. Voilà, je pense que pour le mot de la conclusion, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Et n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous si vous avez des questions ou des besoins.